Et ensuite, au final, c'est à chaque fois multiplié par 2. C'est-à-dire qu'on a 1, 1,4, 2, 2,8, 3,6... attends, quoi ? Bah non, pas 3,6, mais je suis débile en fait. Mais du coup, comment fonctionne une caméra ou un appareil photo ? Eh ben, une caméra numérique est composée d'un objectif et d'un boîtier. Donc l'objectif, si vous voulez utiliser une métaphore, votre objectif c'est votre œil et votre boîtier, c'est là où il y a le capteur, et donc c'est votre cerveau. Du coup, vous voyez qu'il vaut mieux équilibrer les deux, avoir un œil et un cerveau du même niveau. Comme ça, il n'y a pas de problème. Parce que si on commence à avoir un meilleur œil qu'un cerveau, bah l'œil a beau être bon, il sert pas à grand chose. Et inversement. Mais pour ça, il nous faut d'abord, on va dire, le principe même de la photographie, si vous ne le connaissez pas. Si vous le connaissez, vous pouvez passer un petit peu. Du coup, le principe même de la photographie a été, on va dire, inventé par Monsieur Daguerre, avec son daguerréotype dans les années 1840, et où le principe est juste de laisser passer la lumière à travers l'objectif, pour qu'il puisse aller imprimer une image sur le capteur, la pellicule. Et en laissant passer la lumière un certain temps et ensuite en recachant, là nous avons, on va dire, une image qui apparaît sur notre pellicule. Du coup, de nos jours, vous avez 5 grands points en numérique. Vous devez les connaître et avec ça, vous pourrez utiliser votre boîtier dans n'importe quelle circonstance. En premier, on a le diaphragme. En deuxième, on a la vitesse d'obturation. En troisième, on a les ISO. En quatrième, on a la balance des blancs. Et en cinquième, on a la mise au point. Et ouais. Alors, le diaphragme, déjà, mentalement, il faut savoir où ça se situe, c'est-à-dire que ça ne se situe pas dans votre boîtier, comme je le disais tout à l'heure, mais plutôt dans votre objectif. C'est pour ça que chaque objectif a un diaph différent. Puisque pour réduire déjà, diaphragme, on appelle ça diaph. Donc c'est composé de plusieurs lamelles qui se ferment ou qui se réouvrent, qui laissent passer plus ou moins de lumière. Quand vos lamelles sont ouvertes à fond, toute la lumière rentre et toute la lumière passe sur votre capteur, et du coup, votre image est plus exposée. A l'inverse, quand tout est fermé, il y a presque plus de lumière qui arrive sur votre capteur et tout est sombre. Du coup, sur votre boîtier, vous pourrez trouver votre diaphragme. En général, c'est noté un petit F avec un numéro derrière. Plus ce chiffre est petit, plus cela veut dire que votre diaphragme est ouvert. Et plus le chiffre est grand, plus cela veut dire qu'il est fermé. Du coup, plus le chiffre de votre diaphragme sera petit, plus vous aurez de lumière qui va rentrer sur votre capteur. C'est-à-dire que si vous avez F2, vous aurez beaucoup plus de lumière que si vous êtes à F8. Donc si votre image est trop sombre, jouez sur ce paramètre et essayez d'ouvrir votre diaphragme pour avoir plus de lumière qui entre. Dans un deuxième temps, nous avons la vitesse d'obturation, qui en anglais se dit shutter speed, et où je préfère le terme anglais. Le shutter speed, c'est la vitesse, ou en tout cas le temps, où votre capteur est exposé à la lumière, puisqu'il a toujours un cache devant. Et donc vous comprenez que si il est exposé 1 centième de seconde, il y a beaucoup moins de lumière qui rentre que si on l'avait exposé à 1/25e de seconde. Jusque là, on est bon. Alors en vidéo, c'est un petit peu différent. Comme on n'est plus sur de la photo, mais sur un enchaînement de photos, on a une règle qui nous dit que le shutter speed doit toujours être à 2 fois le nombre d'images par seconde auquel on filme. Je vais vous expliquer. On a cette règle pour avoir un joli flou de mouvement, en fait, et pour que ça soit plus naturel, on va dire, au niveau des yeux. Du coup, par exemple, si vous filmez à 25 images par seconde, votre shutter speed doit être de 1/50e. Si vous tournez à 50 images par seconde, votre shutter speed doit être à 1 centième. Si vous tournez à 24, en théorie c'est 1/48e, mais si votre boîtier ne le propose pas, mettez à 1/50. Ensuite nous avons les ISO. Alors attention aux ISO, j'entends beaucoup de conneries là-dessus. Certaines personnes disent que moins on a d'ISO, moins ça bruite. Oui et non, c'est pas vraiment le cas. En fait, les ISO vont représenter la sensibilité de votre capteur à la lumière. Parce que votre capteur est donc photosensible, sensible à la lumière, et il va avoir différents niveaux de sensibilité. Vous savez que si vous le mettez à 6400 ISO, il va être beaucoup plus sensible. Mais comme vous élevez énormément les ISO, il va commencer à y avoir du bruit qui est pas beau à l'image et qui va vous poser beaucoup de problèmes. C'est pour ça que les gens disent que plus on élève les ISO, plus ça bruite, et qu'il faut garder les ISO au minimum, ce qui n'est pas très exact. Et oui, parce qu'en fait, comme c'est un paramètre qui est électronique et non physique, tout dépend du capteur que vous avez. C'est-à-dire que les fabricants d'appareils photo, de caméras, etc. donnent un boîtier avec des ISO natifs, et donc c'est à ces ISO-là que la caméra va fonctionner le mieux, et donc avoir la meilleure qualité d'image.
Au final, pour vous donner un exemple, si votre caméra a un ISO natif de 800, et bah si vous êtes à 200 ISO, bah vous allez plus bruiter parce que vous êtes loin de votre ISO natif. Que vous soyez en dessous ou au-dessus, ça reviendra exactement au même, c'est quand vous vous éloignez de cette valeur. Du coup, je vous invite à vous renseigner sur quels sont les ISO natifs de votre caméra, mais en général, pour les petits boîtiers, on va dire assez bas de gamme, ils vont pas spécialement vous le communiquer, et dans ce cas-là, effectivement, moins vous avez ISO, mieux c'est, parce que c'est une caméra qui va se balader autour des 400 ISO natifs à peu près. Ensuite, en quatrième, vous avez la balance des blancs. La balance des blancs peut paraître compliquée, mais pour mieux la comprendre, il faut penser en degrés. C'est-à-dire que votre lumière a une température qui se mesure en degrés Kelvin. Donc en général, c'est une petite valeur qui est à 4 chiffres et un petit k qui représente les degrés Kelvin. Donc la balance des blancs, si vous n'y comprenez vraiment rien du tout, vous pouvez la laisser en automatique, vos boîtiers en général la gèrent plutôt bien, mais vaut mieux la comprendre pour mieux s'adapter et avoir le rendu qu'on veut. Parce que oui, votre balance des blancs, en fait, elle influence sur toutes les couleurs, puisque vous allez lui donner une référence comme quoi cette couleur-là, c'est le blanc de votre image. Pour ça, il y a deux valeurs surtout à retenir. Il faut rester bloqué sur le fait que si vous avez de la lumière du jour, donc du soleil, de l'extérieur, si vous êtes dehors, la température de la lumière est de 5600 Kelvin. Si vous êtes en intérieur, par contre, vous avez des lampes qui vont plutôt tourner autour d'une lumière artificielle qui, elle, est à 3200 degrés de Kelvin. Du coup, si vous tournez chez vous avec des lampes plafonniers, n'importe quoi, mettez-vous plutôt à 3200 Kelvin et là, vous aurez un rendu des couleurs qui sera plus optimal, un blanc qui sera plus blanc. Parce que sinon, on peut se retrouver avec des erreurs. Par exemple, si vous tournez dehors et que votre balance des blancs est à 3200 degrés Kelvin, vous allez vous retrouver avec quelque chose plutôt comme ça. C'est pas beau. Et inversement, si vous êtes en intérieur mais que vous avez une balance des blancs à 5600, c'est pas beau non plus. Non, vraiment pas beau, faut éviter. Du coup, quand vous tournez, essayez de vous renseigner et juste d'observer quel type de lumière vous avez, si vous avez de la lumière artificielle ou de la lumière du jour. Et ça peut arriver d'avoir les deux. Soit vous prenez une décision et vous vous mettez à 5600 ou à 3200, soit vous pouvez vous mettre entre les deux, comme ça la lumière du jour apparaîtra un petit peu plus froide et la lumière artificielle un petit peu plus chaude, qui peut donner un look plutôt sympathique à votre image. Ensuite, le cinquième point, c'est la mise au point. Et je vais en décevoir peut-être plus d'un, mais la mise au point, ça ne se situe pas dans votre boîtier, mais malheureusement dans votre objectif. Parce que la mise au point, c'est un jeu de lentilles qui s'enchaîne, on va dire, et qui va vous donner votre zone de netteté. La mise au point automatique, certes, est contrôlée un petit peu par votre boîtier, parce qu'elle va s'effectuer sur une certaine zone de l'écran, mais ça va surtout être la lentille qui va se déplacer dans votre objectif. Du coup, c'est à vous de tester votre appareil avec votre objectif pour voir si l'autofocus vous suffit ou non, ou s'il faut rester en focus manuel. Par exemple, j'ai ce 50 mm 1.8 de chez Sony, donc le bas de gamme, et je peux vous assurer que l'autofocus est dégueulasse. Je n'utiliserai jamais l'autofocus avec cet objectif. Voilà, du coup avec ça on a tous les gros paramètres de votre caméra. Ensuite pour ce qui est de l'enregistrement, je vous recommande de vous mettre sur une résolution de 1920 par 1080 à 25 images par seconde. Donc j'espère sincèrement que grâce à cette vidéo vous aurez un peu mieux compris comment fonctionnait votre appareil photo et que grâce à ça vous pourrez l'utiliser dans n'importe quelle circonstance sans forcément vous faire niquer par vos paramètres automatiques. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour me donner la force de faire d'autres vidéos. Et n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires pour que je puisse vous y répondre avec le plus de détails possible ou même me donner des idées pour faire d'autres vidéos. Sur ce, je vous souhaite une bonne santé et à très vite.